Bonjour, aujourd'hui nous allons approfondir vos connaissances sur les différents modes colorimétriques d'images matricielles. Alors pour commencer, nous allons voir le mode le plus courant d'image numérique qui est le mode RVB. RVB pour rouge, vert, bleu, tout simplement parce que chaque couleur est composée de 3 couches, une couche de rouge, une couche de vert et une couche de bleu, chaque couche comportant 256 niveaux. Ce mode est dit en couleur réelle parce que le rouge, le vert et le bleu correspondent à peu près aux 3 couleurs que perçoivent les 3 types de cônes de l'œil. Donc on voit que ces couches s'ajoutent pour donner du blanc. On parle de synthèse additive. En synthèse additive, le noir correspond à aucune couleur et le blanc à toutes les couleurs, comme c'est le cas en lumière réelle. C'est important de comprendre cela parce que nous verrons plus tard que d'autres modes fonctionnent à l'opposé de ce principe. Donc on a également la possibilité avec GIMP de convertir notre image dans d'autres modes en faisant image, mode. Là vous voyez qu'on est en RVB. On peut également convertir l'image en niveau de gris. Vous voyez qu'on a à présent qu'une seule couche avec 256 niveaux de gris. Et puis, on peut également convertir, on va annuler la conversion à niveau de gris, on peut convertir l'image en couleurs indexées. Alors, les couleurs indexées permettent d'échantillonner entre 1 et 256 couleurs sur une seule couche, là encore. C'est le mode qui est utilisé pour le format GIF, mais il est également applicable au format PNG. Ça permet essentiellement d'avoir des images légères. Donc, je vais convertir mon image en couleur indexée. Pour le moment, je vais demander à GIMP de générer une palette optimale de 256 couleurs, mais on verra par la suite qu'on peut réduire le nombre des couleurs, même si on perd généralement en qualité. Donc là, je convertis mon image. Vous voyez que a priori, cela fait assez peu de différence, même si en vérité, les lissages sont un peu moins fins. Mais je doute que vous en aperceviez sur la vidéo YouTube. Le résultat est plus ou moins flatteur. Ça dépend vraiment de l'image de base. Ici, c'est plutôt convenable. Donc, je vais enregistrer mon image au format GIF. Et j'en profite pour vous signaler un changement majeur entre cette nouvelle version de GIMP et celle avec laquelle j'avais travaillé jusqu'ici. Lorsqu'on utilise désormais les commandes enregistrer et enregistrer sous, on ne peut plus enregistrer qu'au format XCF, qui est, je vous le rappelle, le format natif de GIMP. Désormais, pour enregistrer dans un autre format, comme je souhaite le faire ici, il faut utiliser la commande exporter l'image. Donc voilà, on fait exporter et là je vais appeler mon image exemple 256 couleurs .gif. Je remplace. Voilà, là je valide. Voilà. Donc j'ai désormais une palette de 256 couleurs indexées. On peut accéder à cette palette depuis le menu Fenêtre, Fenêtre ancrable, Palette des couleurs indexées. Voilà. J'accède ici à mes 256 couleurs et vous voyez que en les sélectionnant, je peux les modifier. Voilà, en double-cliquant dessus. Alors, à noter une chose, vous voyez que mes couleurs sont notées de manière un peu étrange, pour qui n'est pas habitué. Ça s'appelle, alors GIMP appelle ça la notation HTML, mais on appelle plus couramment ça la notation hexadécimale. L'hexadécimale, c'est un système de numération en base 16, pour ceux qui se rappellent un peu leur cours de maths. Donc les chiffres ne vont pas de 0 à 9, comme dans le système décimal, mais de 0 à F. Donc on fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ça permet tout simplement d'encoder 256 niveaux sur 2 caractères.
Donc par exemple, ici on a un noir. Vous voyez là, je vois comme c'est 03, 03, 02 que ce noir n'est pas tout à fait pur. Donc je vais aller le modifier, hein, puisqu'en double-cliquant dessus, on a la possibilité de modifier les couleurs. Et je vais en profiter pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez, j'ai rouge, vert, bleu. Alors, vert est indiqué par G, qui veut dire green en anglais. Mais c'est la même chose. Donc je vais mettre tout à 0. Et vous voyez que à ce moment-là, j'ai 0, 0, qui est le minimum. 0, 0 et 0, 0. Si je bouge mon curseur, vous voyez que là, c'est rouge, vert, bleu. Les deux derniers chiffres, c'est pour le bleu. Et si je bouge mon curseur, vous voyez que le bleu va de 0, 0 au maximum. FF, hein, 255. Voilà. Donc, là, j'ai mis mon noir. J'ai un noir pur, 0, 0, 0. Voilà, validé. Et puis, de la même manière, on va par exemple aller modifier ce blanc, dont je vois également qu'il n'est pas complètement pur, hein. Voilà, je vais le monter au maximum, 0, 0, enfin FF, 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 qui est le maximum pour chaque valeur. Voilà. Validé. Donc voilà, je vous montre ça essentiellement parce que ce système de notation hexadécimale, on le reverra par la suite, puisque c'est celle qui est utilisée pour indiquer les couleurs sur le web. Mais enfin, ne vous en faites pas un monde non plus, hein, ce n'est qu'un détail. Voilà. Donc, voilà pour la palette. Et puis, ce que je voulais vous montrer également, on va revenir en mode rouge, vert, bleu. Et je voulais vous montrer, vous voyez, donc je retrouve mes 3 couches. Et je vais reconvertir mon image en couleur indexée parce que ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut avoir une palette indexée avec moins de couleurs. Image mode, couleur indexée. La première fois, j'avais généré une palette optimale de 256 couleurs, mais cette fois-ci, je vais générer une palette optimale, par exemple, de 12 couleurs. Voilà. Et je vais vous montrer que, par exemple, on peut tramer les couleurs. Alors, il y a différents types de tramage. Le tramage, ce n'est pas toujours utile, mais sur certains types d'images, ça peut se révéler intéressant pour avoir un meilleur rendu. C'est pas le cas de cette image-ci, mais c'est pas grave, on va faire un test. Voilà, pour vous montrer. Donc je convertis. Voilà. Donc vous voyez que j'ai un tramage par petits points là sur cette image en couleur indexée. Et je vais retourner chercher ma palette. Vous voyez qu'elle n'a maintenant plus que 12 couleurs. Voilà. Que je peux également modifier. Hein. Voilà. Je ne vais pas enregistrer cette image. Fermer sans enregistrer. Et nous allons, à présent que nous avons fait le tour des modes colorimétriques disponibles dans GIMP, aborder d'autres modes qui sont plus spécifiquement destinés à l'impression et que vous serez peut-être amené à croiser. Ah oui, ce que je voulais vous montrer avant, c'est ça. Avant d'aborder les autres modes, je voulais vous montrer, j'avais préparé plusieurs gifs avec des palettes de couleurs de plus en plus réduites. L'intérêt de réduire la palette, eh bien, c'est de réduire le poids de l'image. Et je vais vous montrer les différences de rendu. Donc là, c'est sans tramage, 8 couleurs, 16 couleurs, 256 couleurs. Vous voyez tout de même que la palette indexée en 256 couleurs est plus proche de mon image d'origine. Hein. Voilà, donc on va quitter GIMP et on va à présent aller sous Photoshop parce que les modes destinés à l'impression ne sont pas disponibles sous GIMP. Alors, ce mode destiné à l'impression, c'est le mode CMGN. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par convertir dans Photoshop mon image au mode CMJN. Voilà. Donc CMJN pour cyan, magenta, jaune et noir. Hein. Alors, on va, voilà, le jaune, le magenta et le cyan. C'est le mode colorimétrique qui sert à l'impression des images en quadrichromie. Hein. Donc le cyan, le magenta et le jaune, eh bien, ce sont les couleurs primaires en synthèse soustractive. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait parlé de synthèse additive. Eh bien, au contraire, en synthèse soustractive, ici, le blanc
correspond à aucune couleur, hein, un peu comme la feuille de papier blanche si vous préférez, et le noir eh bien, correspond à la superposition du cyan, du magenta et du jaune. Voilà. Donc, en théorie, en vérité, ces 3 couleurs s'ajoutent pour donner du noir, mais dans la pratique, eh bien, chaque couche correspond à un passage d'encre d'imprimerie, hein, et la surimpression des encres eh bien, ne donne pas forcément un noir pur. Et puis, qui plus est, même à supposer qu'on ait des encres vraiment qui permettent l'obtention d'un noir pur, ce qui se produirait, c'est qu'à avoir une trop grande densité de matière, on risque de graisser l'image et plus encore les caractères typographiques. C'est pourquoi, en plus des 3 couleurs primaires, on ajoute une couche de noir. Hein. Voyez, cette couche de noir, elle permet, disons, non seulement d'avoir des noirs plus ou moins denses, vous voyez, en rajoutant éventuellement une couche avec une des 3 couleurs ou plusieurs des 3 couleurs de la quadrichromie, mais à des pourcentages acceptables pour le graissage. Mais ça permet également de faire des noirs teintés. Voilà. Alors, en règle générale, il est déconseillé de travailler l'image numérique en CMJN. C'est vraiment un mode qui n'est utile qu'au moment de mettre en page les images pour l'impression. Parce que le spectre colorimétrique est plus restreint en CMJN qu'en RVB. Et on perd certaines couleurs au moment de la conversion. Alors, ce qui est bien avec Photoshop, c'est qu'il indique les couleurs qui ne sont pas imprimables. Elles sont signalées, vous voyez, comme ici, par un petit point d'exclamation. Voilà. Je vais chercher une couleur non imprimable. Vous voyez là, il me la signale immédiatement. Plus mes couleurs sont saturées, généralement, plus elles ont un problème d'impression. Et alors, quand je clique sur ce petit point d'exclamation, il me propose la couleur imprimable au plus proche. Voyez. Et donc, mais finalement, parcourir comme ça le spectre des couleurs, notamment des couleurs vives dans Photoshop, permet rapidement de se rendre compte que le spectre CMJN est plus réduit, et notamment en termes de luminosité. Même si à la conversion, on va le voir, puisque là je vais... même si à la conversion, je vais enregistrer mon image sous. Donc là c'est exemple CMJN. Donc, Photoshop triche un peu avec l'affichage du CMJN. Il me donne l'impression qu'il n'y a pas de différence. Mais si je vais par exemple regarder mon image avec l'outil de mon navigateur, eh bien, je vais me rendre compte que mon image CMJN est beaucoup plus sombre que mon image RVB. Voilà. Donc, une solution pour imprimer des couleurs qui ne peuvent pas être rendues par la combinaison des encres de quadrichromie consiste à imprimer avec des encres en ton direct. Ce sont des encres assez pures, dont les plus connues sont les encres Pantone. Mais il existe d'autres nuanciers de ton direct. Donc ces nuanciers sont généralement soumis à des droits sur la propriété intellectuelle, et c'est pour ça qu'un logiciel libre comme GIMP ne les inclut pas. Donc il faut faire attention lorsqu'on travaille en ton direct, parce que les couleurs de ces encres ne peuvent pas toujours être rendues de manière satisfaisante à l'écran. Voilà. Alors ici par exemple, ma couche de ton direct qui nous semble ici un orange un peu homard comme ça, en vérité c'est un orange fluo. Donc qu'est-ce qu'on fait pour travailler avec des tons directs? Souvent on est obligé d'utiliser un nuancier papier sur lequel toutes les encres ont été imprimées. Ce sont des nuanciers qui sont souvent très coûteux. Donc c'est vraiment un usage réservé à des gens qui font des impressions professionnelles. Voilà. Mais je trouvais ça intéressant que vous ayez vu ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer les couches séparément. Voilà, donc ici c'est ma couche orange fluo, et puis j'ai par ailleurs mes couches quadrichromie. Voilà la jaune, la magenta et la cyan, en plus de la fameuse couche noire qu'on surajoute. Voilà.
Bon, eh bien écoutez, il existe encore d'autres modes, mais disons que nous avons fait le tour aujourd'hui de ceux que vous pourriez être amenés à utiliser. Donc j'espère que ce cours vous aura été utile et je vous dis à bientôt.